18h23, on est de retour dans Punchline sur CNews et Europe 1. L'annonce de ce cessez-le-feu en Iran a bien sûr été entendue par les automobilistes dans notre pays. Ils espèrent évidemment une baisse des prix à la pompe le plus rapidement possible, mais ils sont, voilà, on leur a déjà, ils connaissent la chanson, donc ils sont un peu prudents. Écoutez ce reportage dans une station-service par nos équipes avec la voix de Julia Ferrante. 5 à 10 centimes, bon, ben, c'est pas grand-chose. Hein. Une baisse de quelques centimes à la pompe pourrait bien ne pas suffire pour les automobilistes. Après l'annonce d'un cessez-le-feu de 2 semaines entre l'Iran et les États-Unis, les usagers de la route espèrent ressentir très rapidement une chute des prix du carburant. Franchement, c'est très cher. J'espère que ça va baisser dans les prochains jours là, avec l'annonce de Donald Trump. Mais on attend déjà que ça baisse. On n'est pas sûr que ça baisse si rapidement. On sait que c'est monté très rapidement et on n'est pas sûr que ça baisse aussi rapidement. Si ça continue comme ça va très mal se passer, hein, ça c'est clair. Hein. En attendant, les automobilistes redoublent d'astuces et de ruses pour trouver le carburant au meilleur prix. J'ai un peu parcouru sur les applications pour voir où c'était un peu moins cher. Je suis obligé de mettre du diesel parce que sinon je ne peux pas aller au travail. Quoi. Là, on fait de l'appoint, on fait même plus on met quasiment plus le plein. Les prix à la pompe pourraient bien baisser de 5 à 10 centimes d'ici 1 ou 2 jours, d'après le président de l'Union française des industries pétrolières. Le baril de pétrole est déjà passé sous la barre des $100 depuis la réouverture du détroit d'Ormuz. Nicolas Bouzou, vous nous avez rejoint, vous êtes économiste. Alors ça monte vite, ça descend beaucoup moins vite en général sur le prix des carburants. Oui, mais peut-être un point avant ça, parce que là on fait comme si le pétrole allait circuler à nouveau parfaitement, parce que le détroit d'Ormuz est rouvert. Mais je veux dire que dans les points qui ont été acceptés par les États-Unis pour le cessez-le-feu, il y a quand même quelque chose dont je m'étonne qu'on commente assez peu aujourd'hui, c'est le fait que le détroit d'Ormuz va passer sous contrôle iranien avec potentiellement un péage. Donc, je veux dire, à 2 millions d'euros le bateau. Hein. Donc cette affaire-là, donc c'est pas évidemment, je suis pas spécialiste des questions militaires dans cet endroit spécifique du globe et donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais que le prix du baril de pétrole aujourd'hui baisse beaucoup de 8-9% sur les marchés, très bien. Mais de toute façon, on a vu ce qui s'est passé ces dernières semaines, mais il peut augmenter de 12% demain. Donc je pense qu'il faut rester calme par rapport à ça. Ensuite, par rapport au prix de l'essence, qu'est-ce que je vous dise ? On est piégé. Parce que pendant le Covid, on a beaucoup aidé les entreprises, on a beaucoup aidé les gens, ça nous a coûté beaucoup d'argent. Mais ensuite, on n'a pas apurer la situation des finances publiques. Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, pareil, on a fait le bouclier énergétique, ça a coûté des dizaines de milliards d'euros, etc. Et après, on n'a pas réduit nos déficits. Donc là, aujourd'hui, on fait rien. Donc aujourd'hui, je suis désolé de vous le dire, mais en même temps, mon devoir pédagogique, c'est de vous dire ce que je pense. Et ce que je pense, c'est qu'on ne peut plus rien faire. Enfin, on ne peut plus rien faire. La solution de facilité, ce serait de diminuer les taxes sur les carburants qui sont très élevés en France. Et c'est ce que font d'autres pays, par exemple en Europe du Sud. Mais je considère que, en fait, le faire nous poserait, nous mettrait dans une situation de risque financier très important, d'autant plus qu'il y a un autre phénomène qui s'est produit ces dernières semaines, dont personne n'a parlé. C'est le fait que les taux d'intérêt sur la dette française ont beaucoup augmenté. Ah oui. Alors ils baissent un petit peu aujourd'hui, mais pareil, ils vont peut-être réaugmenter demain. Et donc, on est dans une situation financière dans laquelle je suis vraiment désolé d'avoir à vous le dire, mais vous allez il faut essayer d'avaler la pilule est énorme à avaler et il faut quand même essayer de l'avaler. Voilà. Les gens qui ne pourront pas l'avaler, Nicolas Bouzou, c'est ça la réalité. J'entends bien, mais je ne veux pas être démago et je ne veux pas vous dire super facile, on va baisser les taxes, tout le monde serait content, mais vous ne m'avez pas invité pour ça. Jean-Michel Salvatore. Moi, ce qui me frappe, en fait, c'est que là, on fait vraiment l'expérience, pour la première fois, de la perte de souveraineté économique de la France. C'est la première fois qu'on n'a pas les moyens. Et donc, quand on regarde un petit peu ce qui se passe à l'étranger, les Italiens, ils ont mis, je crois, 2 milliards sur la table. Hein. Les Espagnols ont mis 5 milliards. Et nous, on n'a pas les moyens. L'Ukraine, on sait très bien que l'Ukraine, c'était la dernière crise qu'on pouvait se payer. Et là, on ne peut plus. Et le gouvernement, je pense que le gouvernement est assez inquiet parce que la crise n'est pas terminée. Le conflit peut reprendre. Et puis... le baril, il reste à 90 $, il n'est pas à 60 $. Donc le pétrole cher, ça va continuer. Et finalement, on n'a pas les moyens d'alléger la facture pour les Français. Et pour l'instant, les Français, moi je les ai trouvés finalement assez sages.
alors que c'est quand même très très dur. Hein. Et alors je me demande d'ailleurs dans quelle mesure... Ils en ont ras-le-bol. Hein. La dame le disait dans le reportage, ça va très mal se passer. Hein. Mais je me demande si la pédagogie de Bayrou ne finit pas par porter ses fruits d'une certaine façon sur le déficit. Parce que finalement, je trouve quand même très étonnant. Il faut se souvenir que les gilets jaunes ont été déclenchés quand le diesel était à 1,45 €. Bon, là, on est à 2,30 € ou 2,40 €. Et les gens, ils sont courageux, ils endurent. Résignés. Et ils en ont par-dessus la tête. Désespérés. Et je rajoute le prix du gaz, quand même, qui va augmenter au 1er mai de 15,4% pour 7,5 millions de ménages concernés. Alors là, c'est le pompon, là, Nicolas. Oui, c'est presque pire, oui. Mais là, pour le coup, les mêmes causes produisent exactement les mêmes effets. Donc, on peut tourner autour du pot. Alors, j'entends évidemment dire il faut bloquer les prix, etc. Mais en fait, quand vous regardez un peu le secteur de près, vous savez que les distributeurs, en fait, ils font quasiment pas de marge en réalité sur la distribution de carburant. Oui. C'est les raffineurs, bien évidemment. Mais les distributeurs, en fait, c'est souvent d'ailleurs, par exemple, pour les hypermarchés, c'est un produit d'appel, c'est pour faire venir les gens. Donc, ils ne gagnent pas d'argent là-dessus. Donc et puis, de toute façon, bloquer les prix, le problème, c'est que c'est le prix de la matière première qui est élevé. Donc, si vous bloquez les prix, de toute façon, ça ne peut pas donner grand-chose. Donc, en effet, par rapport à l'Italie, par rapport à l'Espagne, qui sont des pays qui ont fait des efforts en matière budgétaire ces dernières années, c'est assez spectaculaire. Oui. Ce que fait le gouvernement, en fait, le gouvernement, il fait quasiment rien. Il a raison de rien faire. Il donne un peu d'argent aux professions les plus exposées, donc les pêcheurs, les agriculteurs, les gros routiers, pardonnez-moi, c'est pas très beau, mais enfin voilà, ceux qui roulent beaucoup, etc. Et il fait pas plus. Et si j'étais au gouvernement, je ferais la même chose. J'essaierais d'expliquer aux gens qu'on fait beaucoup, mais en faisant rien. On peut faire mieux ou pas? Ou la dure réalité s'impose à nous, comme l'a dit Nicolas Bouzou. Je crois que Nicolas Bouzou a raison. On est à sec. Son jeu de mots, financièrement, on est à sec. Donc le gouvernement est très embêté. Là, il espère, comme tout le monde d'ailleurs, que la crise au Moyen-Orient va se terminer bientôt. Mais je lis beaucoup de choses sur ce sujet que je connais mal, et beaucoup de spécialistes disent que chaque crise pétrolière survient, on se pose la question, et puis au bout de quelques temps, on fait comme si rien ne s'était passé, et on ne décarbone toujours pas l'économie. Alors on a pourtant la chance, nous en France, d'avoir le nucléaire, qui est très développé. Grâce à Pompidou, Messmer, Giscard, Mitterrand, on a beaucoup développé le nucléaire. Mais pour ce qui est des transports, et notamment du véhicule individuel, j'ai vu que les derniers chiffres sont un peu meilleurs là, sur les voitures électriques, mais on a du mal à passer à l'électrique au niveau des véhicules individuels. Ça coûte cher, c'est compliqué. Ça coûte cher, l'autonomie n'est pas toujours celle qu'on espère. Je crois que c'est encore une façon... cette crise risque à nouveau de déboucher sur pas grand-chose, et on va continuer à rouler, je suis le premier d'ailleurs à rouler à l'essence, plutôt que de se convertir à l'électrique. Parce que j'ajoute qu'en province, moi je vis en province, l'électrique ça manque d'autonomie, quoi. Donc tant que les constructeurs automobiles n'auront pas des véhicules avec une autonomie suffisante, on aura du mal à passer au tout électrique. Un petit focus sur la façon dont les prix à la pompe sont fixés. Nous nous sommes rendus dans une station essence indépendante. Le gérant nous explique les marges qu'il touche, justement ce que vous nous disiez, Nicolas Bouzou, sur les prix de l'essence. Reportage Jean-Luc Thomas et Félix Perolaz. Dans cette station-service indépendante, le propriétaire a décidé de jouer la carte de la transparence. Car derrière le prix affiché à la pompe, le mécanisme est complexe. Coût du pétrole brut, raffinage, transport et taxes. On achète directement en raffinerie à un prix qu'on subit. On n'a pas de pouvoir de pression. On paye le transport indépendamment. On nous le livre et à partir de là, on applique une marge de 5 à 8 centimes. Avec l'association 40 millions d'automobilistes, il a décidé d'aller plus loin en lançant une opération de transparence. On explique bien que sur 2 € du prix du litre, il y a 1,09 € de taxes. Quand c'était à 2 €, aujourd'hui on est plutôt à 2,40 €, nous sommes à 1,44 € de taxes en tout genre. Une initiative qui séduit les clients. Ce sont des taxes que l'on paye, donc c'est normal que l'on soit au courant. Selon le propriétaire, le carburant ne retrouvera pas ses prix d'avant-crise. Il regrette que les prix actuels puissent bien s'installer dans la durée. C'est quand même ça le problème, Nicolas Bouzou. Oui. Vous avez vu le niveau de taxes sur le carburant? Oui. C'est délirant. Oui, je sais. C'est délirant. Si vous me prenez un témoin, je suis la mauvaise personne parce que je suis entièrement d'accord avec vous. Je crois qu'on est à peu près d'accord sur ces sujets-là. Mais je reviens à ce que vous dites. Bien sûr que les taxes, c'est absolument délirant sur les carburants. Bien sûr. Mais
qu'est-ce que je peux pas vous dire, c'est pas parce que c'est différent que je vais vous dire on va les baisser, et ça coûte très cher, ça se chiffre en milliards d'euros. Ou alors vous me dites bon ben là tout de suite dans le budget de l'État ou dans on peut trouver d'autres milliards, mais en fait la vérité c'est que c'est pas possible, c'est qu'on va pas le faire. Mais en revanche, je crois que le sujet quand même, pour essayer de voir les choses de façon un peu, de pas dire que des choses négatives, le sujet de l'électrification, le sujet de la relance du nucléaire, etc. Ça c'est quand même des sujets. Oui, je sais bien que c'est pas tout de suite. Un tout petit peu du long terme. Je sais bien, mais à force pendant longtemps on n'a pas traité le long terme, et en fait aujourd'hui on se retrouve pénalisé par ça. Et en écoutant André Velny, je me disais, il y a un pays qui fait ça, dire qui à mon avis est le pays qui est en train de tirer les bénéfices de toute la séquence, les Chinois, eux, ils ont parfaitement compris tous ces problèmes de pétrole, de dépendance au pétrole, etc. Et eux, ils ont investi massivement dans l'électricité bas carbone. En plus, il n'y a pas de dispute parce que entre nucléaire, renouvelable, ils font tout. Donc ils font énormément de nucléaire, énormément de renouvelable, ils font même de l'hydroélectricité, des trucs que nous on ne fait plus. Et j'ajoute que leurs véhicules électriques ont une autonomie bien supérieure aux véhicules électriques européens. Et ils les construisent eux-mêmes, ils les exportent dans le monde entier. Donc, et ils ont les composants. Il faut quand même qu'on réfléchisse. Donc je sais bien, vous avez raison, je sais bien que ce que je suis en train de dire. Les gens qui nous regardent, ils nous disent non mais en plus ils nous disent il est sympa, mais enfin du studio parisien, mais ça ne va pas nous apporter des solutions demain. Mais en même temps, si on ne réfléchit pas à la prochaine, enfin vous voyez, c'est aussi notre devoir, je trouve, d'essayer de tirer les conséquences de ce qui est en train de se passer. L'éternel sursaut, c'est votre livre. J'essaie de trouver un chemin d'espoir. On sursaute en voyant les prix à la pompe. Allez, dernier mot, Joseph, avant la pause. Non, il y a un problème, je ne vais pas rajouter, mais le problème principal, c'est que le premier souci de ce gouvernement, c'est de durer. Oui. Ce n'est pas de réformer, c'est de durer. C'est-à-dire, M. Lecornu souhaite durer le plus longtemps possible. Marine Le Pen a dit hier qu'elle ne déposerait pas de motion de censure sur les prix du carburant. Parce qu'il a une ambition présidentielle. Il a une ambition présidentielle, c'est un secret de polichinelle. D'accord ? C'est pour ça qu'ils vont à un certain nombre de sondeurs. De toute façon, ils ont tous une ambition présidentielle, nous sommes d'accord. Mais en tout cas, son seul souci, c'est de durer. Il ne risque rien, Joseph. Il ne risque rien jusqu'en 27. Oui. Monsieur Lecornu, il ne risque rien. Voilà. Marine Le Pen a dit qu'elle ne déposerait pas de motion de censure sur l'histoire des camions. Donc ça veut dire tapis rouge jusqu'en 2027. Petite pause, on se retrouve dans un instant. Alexandre Jardin va nous rejoindre parce qu'en plus donc des prix du pétrole, du gaz, des matières premières, de l'inflation, eh bien ils nous remettent les ZFE, un petit coup de ZFE. À tout de suite dans Punchline sur CNews Europe 1. 18h40 de retour dans Punchline, CNews Europe 1. Alexandre Jardin nous a rejoint. Bonsoir Alexandre, écrivain, auteur de ce merveilleux livre La femme qui inventa l'amour, aux éditions Michel Lafon. Mais l'amour, c'est pas ce dont on va parler ce soir, Alexandre. On va parler de cette cascade de mauvaises nouvelles pour les Français, hausse des prix du pétrole. Ça va pas baisser tout de suite, évidemment, en raison du cessez-le-feu, hausse du gaz. Baisser. On peut, voilà. Et puis le retour des ZFE, ça je sais que c'est votre grand combat. Mais là, sur cette avalanche de mauvaises nouvelles, comment les Français peuvent-ils rester aussi résignés qu'ils le sont aujourd'hui ? Alexandre Jardin. Je pense qu'à peu près tout le monde a fait une énorme connerie aujourd'hui en disant que le prix du pétrole allait baisser. Oui. C'est pas parce qu'il va baisser un peu que le niveau va rester tolérable pour les classes populaires françaises. Mmh. Et la vérité, c'est la vraie somme que les gens payent. Or, ça va rester durablement insupportable. Donc, très clairement, tout le mouvement des gueux va se battre jusqu'à ce qu'on arrête la PPE3, la loi sur la programmation d'énergie, et qu'on arrête le financement de 9 milliards pour cette année aux éoliennes, et de plus 10 milliards de travaux, ça fait 19 milliards. Ces 19 milliards, si on les répartit sur les 48 milliards de litres que l'on consomme, il faut on peut baisser de 40 centimes sur un an. Mais est-ce qu'on n'opère pas l'avenir en faisant ça ? Non. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Nicolas Bouzou. Non, l'avenir, il n'est pas là du tout. Il n'est pas dans l'éolien. Non. Si on arrête ça, on arrête l'explosion de la facture d'électricité. Si on veut électrifier notre économie, notre société, il faut qu'on baisse les prix. Or, cette PPE3, elle continue à faire augmenter la facture d'électricité. Je veux dire, ces gens sont totalement incohérents. Donc, il faut qu'on arrive à dégager des grosses masses d'argent pour donner une lisibilité. Les milieux populaires sont en train de nous écouter. Ils savent très bien que ce n'est pas vivable. Et ils savent que quand à la télé on dit ça va baisser, en vrai, ça va peut-être passer de 2,30 à 2,10, à 2. Mais c'est insupportable. Et qu'est-ce que j'entends et qu'est-ce que je vois ? Je vois de plus en plus de gens qui prennent un deuxième travail pour pouvoir aller travailler. Oui, un deuxième travail pour aller travailler. Qu'est-ce que j'entends ? J'entends des sociétés de camions où les chauffeurs disent « foutez-nous au chômage
Parce qu'avec le chômage, si on n'a pas à payer le fioul pour pouvoir aller travailler, on s'en sort. C'est-à-dire qu'on est en train de dérégler. L'énergie, c'est le cœur de l'économie. Ça peut totalement déglinguer une économie. Donc, est-ce qu'on déglingue la société ? Est-ce qu'on est raisonnable ? Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on récupère ces 19 milliards, qu'on arrête de subventionner une énergie éolienne dont nous n'avons pas besoin, puisque notre production d'électricité ne va pas croître comme ça. Et en tout cas pas si on subventionne par milliards des trucs que vous allez payer. Donc ça veut dire que vos factures d'électricité vont continuer. Donc, est-ce qu'on est capable collectivement, de manière transversale, de manière, je veux dire, entre Français, de faire des choix. Voilà. De faire des choix raisonnables et sociaux. Jean-Michel, Joseph, Nicolas, vous avez des arguments à opposer à Alexandre qui dit qu'il faut stopper cette aucun argument en tout cas à opposer à Alexandre, parce que ce qu'il dit justement sur... moi, je le vis dans le Maine-et-Loire, en Anjou, je vis... les gens sont dans une telle précarité que le fait de prendre un deuxième travail pour aller travailler, je le vis, je rencontre des personnes. Donc tout ce qu'il dit est réel, c'est pas du hors-sol. Donc j'ai aucun élément à objecter à ce que dit Alexandre, parce que c'est vrai, il est dans le réel. Jean-Michel. Je crois qu'il y a une chose très importante que vous avez dite, c'est le faux espoir de la baisse. Oui, voilà. Parce que là, les Français se disent, bon, ok, il n'y a plus de guerre, et ils espèrent que ça va aller mieux, et en fait, ils vont se rendre compte que passer 2, 3, 4, 5 jours, ça ne baisse pas d'une façon très significative, et je pense que là, la colère peut redoubler d'une certaine façon. Oui, la colère des gueux, de ce que vous appelez les gueux, mon cher Alexandre. D'autant plus que personne ne sait ce qui va se passer pendant les 15 jours. Oui. Personne. Mais absolument. Je veux dire, aujourd'hui, Bahreïn a été bombardé par l'Iran. Ça continue. Hein. Donc, en réalité, personne ne sait... Je veux dire, l'Iran n'est pas subitement devenu un pays calme. Donc, en réalité, il y a une très grosse probabilité pour que ça dérape pendant les 15 jours. Donc... Et quand bien même ça ne déraperait pas, il y a eu tellement de destruction que la remise en route des équipements, ça ne va pas se faire en 15 jours. Donc il faut qu'on redonne de l'espoir à notre société et surtout de la lisibilité sur une année. Une seule année. C'est vraiment ce qu'on demande. Pas sur 2 mois, sur une année. C'est trop grave. L'énergie, c'est trop fondamental. Et puis, alors là, les ZFE... Ah oui... ça, dans ce contexte-là, qu'il y ait des illuminés qui se soient dit, tiens, les classes populaires manquaient de problèmes. On va remettre le sujet, on va essayer de les virer des villes. En créant... En plus, ça a été immonde, ce qui s'est passé, parce que l'amendement que le gouvernement va essayer de faire passer mardi prochain, il est immonde. Il s'est présenté comme une liberté. La liberté... Laissée aux communes. Mais la liberté de la ségrégation... pour tout le monde, une liberté, c'est pas une punition. Une liberté, c'est quelque chose qui agrandit nos vies, qui embellit nos vies. Et certainement pas la ségrégation. Et ce qui a été immonde, c'est qu'ils essayent d'acheter des députés LR, et ils sont parvenus à retourner un des 2 qui portaient. Ils étaient 2 à porter l'amendement, qui s'appelle Yann Boucard, qui tout à coup s'est retourné. Je ne sais pas ce qu'on lui a promis, mais je sais que cet homme s'est battu pour faire passer l'amendement. Et là, tout à coup, il se retourne. S'il y a une telle inconduite des partis, c'est inadmissible. Il s'agit de lois... Il s'agit des libertés publiques. Il s'agit des libertés publiques. Donc, si mardi, attention, la société est fragile, mais comment il n'y en a pas un autour de la table qui se dit « Putain, mais foutons la paix au peuple ». Ça peut être l'étincelle. Oui. Bien sûr. Nicolas Bouzou. Oui, en fait, on est dans une économie aujourd'hui qui est complètement soumise aux questions géopolitiques. Et on voit bien ces questions géopolitiques que là, ça dérape complètement, c'est pas du tout maîtrisé. Et donc, il ne faut pas faire croire aux gens que, sous prétexte que là, il y a un cessez-le-feu, la situation va s'améliorer. Parce que c'est pas vrai, parce que ça fait des années qu'on est dans ce contexte où l'économie, les prix d'énergie, mais pas que, en réalité, sont soumis à des soubresauts géopolitiques. Et donc, ce qu'il faut bien se dire, et moi, c'est le combat que j'essaie de mener, je jette des bouteilles à la mer, mais c'est que l'une des priorités de notre pays, c'est de rendre notre économie plus forte. Parce qu'en réalité, la meilleure façon de se protéger contre ça, c'est d'avoir davantage d'activité économique. On évoque la question des salaires, mais il faut qu'on
réfléchisse un peu et qu'on se dise, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la France est devenue, en termes de salaire, un pays moyen, même pas dans l'Union européenne, mais dans l'ensemble des pays de l'OCDE, en fait. Parce qu'on paye des efforts insuffisants en matière de compétitivité, de réindustrialisation, de productivité, parce qu'on a des charges qui sont trop importantes, parce que quand on suspend la réforme... Tout le monde dit ça et on s'en sort pas. Quand on suspend, on le dit pas assez. On le dit pas assez parce que si on l'avait dit assez, ce serait compris et il y aurait et nos concitoyens auraient... où ils en sont au niveau des charges. Quand on suspend, je veux pas revenir là-dessus, mais quand on suspend la réforme des retraites, on se condamne à des salaires nets plus faibles ces prochaines années. Vous voyez, c'est ça, c'est basique. Et donc, l'un de nos combats, ça doit être de faire cette pédagogie économique pour rendre notre pays plus fort. La question de la croissance, tout simplement. Mais on a en face de nous un mur, en fait. On a l'impression qu'il y a un mur, en fait. Oui, mais il y a un mur. Non, mais il faut se battre. Je peux dire un tout petit mot sur les ZFE, parce que j'en parlais tout à l'heure à Alexandre Jardin. Il se trouve que je m'occupe en ce moment de beaucoup des questions de sécurité sociale et d'assurance maladie. Et quelqu'un, donc je participe à tout un tas d'auditions, et quelqu'un me dit, on travaille beaucoup notamment sur la question des frais de transport et des taxis qui sont payés par l'assurance maladie et par les complémentaires santé. Vous savez que ça représente des milliards d'euros, c'est une somme absolument colossale, et ça ne peut pas durer. Et quelqu'un nous dit, moi j'habite en Normandie, et je suis obligé, pour subir ma chimiothérapie, de prendre un taxi, donc ça coûte cher, parce que je suis à la campagne, ça coûte 300 € aller-retour, parce que j'ai un diesel, en fait, et je ne peux pas passer dans la ZFE. Et donc, il suffit de l'autoriser, c'est quand même pas très compliqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des absurdités, en plus, qu'on paye en matière de finances publiques. Non, mais vous voyez, donc c'est la double peine, c'est complètement absurde. Absolument vrai. Alexandre Jardin. C'est le concret. Et donc, dès qu'on rentre dans le concret des vies, en fait, on mesure à quel point on est dans des systèmes déconnectés. Et la prochaine fois que je viendrai ici, je présenterai, on va lancer avant l'été, une application référendaire pour que les Français puissent voter sur ces sujets-là, avec leur carte d'identité, de manière fiable. Je viendrai expliquer comment ça fonctionne, mais à un moment, il faut que notre nation, pour qu'elle puisse compter, il faut se compter. Il faut qu'à un moment donné, notre peuple rentre dans le débat. Mais il y a eu des pétitions citoyennes, là. Ça va être beaucoup plus fort parce que ce seront des référendums. C'est-à-dire que quand vous avez une pétition... On n'a pas réussi à en organiser un seul, de référendum. Quand vous avez 1 million de gens pour, vous savez peut-être, il y en a peut-être 8 qui sont contre. Or, la démocratie, c'est la possibilité de dire oui ou non. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup, beaucoup plus puissant. Et si nous sommes des millions à nous exprimer sur des sujets fondamentaux, un rapport de force s'établira entre la nation et les gens ne se déplacent même pas pour les municipales, Alexandre Jardin. Malheureusement, ils ne se déplacent même pas pour les municipales. André Vallée, vous entendez la colère d'Alexandre Jardin? Oui, je connais Alexandre Jardin et je retrouve dans ce qu'il dit souvent ce que j'entends moi dans mon canton. J'ai un canton à 20 km de Grenoble et lorsque le département, parce que je siège au département, a été consulté sur la ZFE à Grenoble, je ne l'ai pas voté la ZFE. Parce que je suis dans un canton où il y avait beaucoup de giratoires avec beaucoup de gilets jaunes, et je connais beaucoup de gens dans les classes populaires ou même moyennes qui auraient été exclus de Grenoble, de l'agglomération grenobloise, pour leur loisir le week-end ou même pour aller travailler pendant la semaine. Donc je n'ai pas voté la ZFE. Et en même temps, comme dirait l'autre, je lis que les maladies respiratoires sont de plus en plus graves, qu'il faut absolument faire quelque chose contre la pollution en ville. Donc ce sont des sujets très compliqués. Et vous voyez, Monsieur Jardin, je me demande si un référendum ou des référendums peuvent trancher des questions aussi compliquées. Quelles questions vous allez leur... Parce que le référendum, c'est une question oui ou non. Comment résoudre, ou plutôt comment résumer des questions aussi compliquées à une question oui ou non? Alors, d'abord, les Suisses en sont capables. Nous ne sommes pas tellement plus cons. Et ensuite, je vais vous prendre un exemple tout bête. Là, voulez-vous, oui ou non, que les 20 milliards qui vont aux éoliennes soient transférés sur une baisse de 40 centimes pendant 1 an? Je veux dire, la nation a le droit de choisir son destin. On a le droit en tant que citoyen, ce sont nos vies. Nous avons le droit de nous exprimer. Et si sur une question comme ça, vous avez des millions de Français qui à un moment font un choix, le rapport de force se fera avec l'ensemble du système politique. Donc, je ne dis pas qu'on peut résumer tout à des choix référendaires. De toute façon, nous, on va militer pour que le peuple ne soit pas viré le soir de la prochaine élection présidentielle. Ça fait 40 ans qu'on est viré le soir et qu'on donne un chèque en blanc pour 5 ans.
Je voudrais qu'on reste des citoyens capables de maîtriser notre destin. Enfin, je pense que plus on a une crise démocratique, plus il faut de la démocratie. Et plus il faut être totalement démocrate. Mais les pays qui fonctionnent comme ça n'arrêtent pas la démocratie représentative. Elle vient en complément. Et quand vous parliez des ronds-points, en Suisse, il n'y en avait pas. Parce qu'ils font des référendums. Ils tranchent leurs débats. Ils se parlent. Ils ont une conversation démocratique. Et ça manque dans notre pays. Ben oui. Bien sûr. Rachel? Plus de direction et moins de ronds-points, en fait, c'est ça, Ben le résume. J'ai trouvé le slogan. Très bon slogan. Donc, mais il faut combien de signatures, pour arriver à pouvoir organiser un référendum qui n'est pas simple? Nous n'allons pas passer par le système légal, puisque de toute façon, chacun sait qu'en France, vous pouvez gagner en 2005 et vous faire étendre. Vous pouvez gagner dans des référendums qui ont eu lieu dans l'Ouest français. Quand la technocratie vous dit allez vous faire foutre, elle vous dit allez vous faire foutre. C'est ça. Donc on va le faire en construisant une infrastructure parallèle à l'État, qui va être autonome. Et à un moment, être démocrate, ce n'est pas demander la permission d'être démocrate. C'est construire des outils démocratiques et qui établiront un rapport de force. Jean-Michel Salvatore, dernier mot avant la fin. Ouais, sur quel sujet vous sentez que les Français ont envie de s'exprimer? Alors, tout ce qui est pouvoir d'achat. Est-ce que vous êtes d'accord pour que soit passé par décret 300 milliards non votés par le Parlement, qui vont avoir une trajectoire qui n'a jamais été publiée par l'État en termes d'explosion de la facture d'électricité? Nous allons proposer une alternative avec des grands industriels, avec Merlin, avec Proglio, avec des gens de métier. Option A, option B. Je veux dire, la facture d'électricité, combien de Français ne peuvent plus se chauffer? Donc à un moment, est-ce qu'on reprend le manche en tant que démocrate, sujet par sujet, mais vous voyez que tous les gros postes de pouvoir d'achat, on doit être capable de discuter, que des économistes viennent nous dire non, ça c'est une connerie, ça c'est plutôt intelligent, mais on ne peut plus être un peuple vaincu. Pour prendre le contrôle. On ne peut plus gueuler devant nos télés. Il y a un moment, il faut qu'on organise, et je répète, pour que les gens comptent, que les gens qui nous écoutent comptent, il faut les compter. Allez, et si vous voulez nous aider, vous adhérez au Gueux tout de suite. Vous allez sur lesgueux.fr, parce que c'est l'association qui finance tout ça. Eh bien, ce sont les contributions des citoyens. Merci Alexandre Jardin. Et je rappelle le titre de votre livre, La femme qui inventa l'amour, aux éditions Michel Lafon. Merci à vous tous, Nicolas Bouzou, Rachel Kahn, André Valigny, Jean-Michel Salvatore et Joseph Mazescaron. Dans un instant, Pierre de Villeneuve sur Europe 1, Christine Kelly sur CNews. Et demain matin à 8h10, notre invité sera Robert Ménard, le maire de Béziers. Bonne soirée, à demain.